Bienvenue sur Radio Climat dans le Best-of. Alors, au cours de cette prochaine demi-heure, nous proposons d'écouter pas moins de 4 extraits différents qui datent tous d'un 27 décembre. Le premier extrait, un extrait de France 2 de l'année 1996 et les 3 autres extraits, des extraits de TF1 de l'année 1998 à l'année 2000. Bonne écoute. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un concert qui a été donné en 1994 à Meiningen, au Théâtre d'État, par l'orchestre de la Philharmonie de Berlin. Et c'était 2 chefs qui étaient dans cette salle prestigieuse. Il y en avait un qui dirigeait, c'était Claudio Abbado, et l'autre qui jouait du piano, et quel pianiste, c'était Daniel Barenboim. Au programme, 2 œuvres qui font partie des tubes de la musique classique, puisqu'il y avait le concerto numéro 5 de Beethoven en mi bémol majeur, dit l'Empereur, et la symphonie numéro 2 en ré majeur de Brahms. Donc 2 œuvres qui, par parenthèse, avaient été diversement accueillies par la critique lors de leur création. Le concerto de Beethoven, qui avait été donné, Beethoven avait 41 ans, donc il était sourd déjà depuis une dizaine d'années. Pendant les bombardements, il avait été écrit pendant les bombardements de Vienne, donc Beethoven l'avait écrit dans des conditions extrêmement difficiles. Il souffrait sur un plan physiologique du bruit des bombardements, sur un plan psychologique, vous le savez, celui qu'il admirait, Bonaparte, était devenu celui qu'il détestait, c'est-à-dire l'empereur Napoléon. Donc la critique ne comprit rien du tout à cette œuvre, qu'elle trouva légère et divertissante, ce qui est vraiment le contraire de ce que l'on peut en penser aujourd'hui. Quant à la symphonie de Brahms, dès sa création, sous la direction d'Hans Richter, elle fut considérée comme une œuvre magnifique. Je vous laisse donc en compagnie de Daniel Barenboim et Claudio Abbado et l'orchestre philharmonique de Berlin. Films dans les salles, avec Carte Noire, un café nommé Désir. Mercredi dans les salles, rencontre avec Joe Black, un film de Martin Brest avec Brad Pitt, Anthony Hopkins et Claire Forlani. À la veille de son 65e anniversaire, l'homme d'affaires William Parrish, qui s'apprête à mourir, reçoit la visite d'un jeune inconnu qui va l'accompagner dans son dernier voyage. Monsieur Parrish, une personne demande à vous voir. Y a quelqu'un? Est-il quelqu'un? Oui. Qui êtes-vous? Je suis venu te voir. À quel sujet? Je crois que tu le sais. Vous êtes la mort. C'est moi. Je ne vois qu'un gamin dans un beau costume. Le costume, je l'ai pris avec le corps. Monsieur Parrish, est-ce que ce monsieur restera pour dîner? Oui. Votre ami a un nom. Excusez-moi, voici Joe. Il n'a pas de nom de famille? Black. Bonsoir tout le monde, désolé d'être en retard. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous vous connaissez? On s'est déjà vu. Voici monsieur Joe Black. Il se joint à nous ce matin. Je peux vous embrasser? Oui. Vous débarquez dans ma vie, vous m'annoncez la pire des nouvelles et vous courtisez ma fille. Je l'aime. Je m'en fiche que tu l'aimes! Du calme, Bill. Tu vas me faire une crise cardiaque au beau milieu de mes vacances. Universal Pictures présente Brad Pitt, Je sais ce que je veux. Je veux Suzanne. Vous violez les lois de l'univers. Anthony Hopkins Vous vous trompez d'endroit, vous vous trompez d'époque, vous vous trompez de femme. C'est une menace. Effectivement, c'en est une. et Claire Forlani Je veux qu'on reste toujours ensemble. dans un film de Martin Brest. J'aime ta fille. Vous quoi? Et je l'emmène avec moi ce soir. Déjà dans les salles, Bimboland, un film d'Ariel Zetoun avec Judith Godrèche, Horatica, Gérard Depardieu et Danny Boone. Cécile Bussy, ethnologue de son état, va infiltrer la tribu tapageuse de sa nouvelle amie Alex, qui use sans complexe de tous ses atouts naturels pour tenter de décrocher le bonheur. Andiamo. Bimbo. Vous connaissez pas l'expression? C'est américain, ça veut dire une jolie fille pastéusement futée. Rudy a commandé le champagne. C'est un bœuf clito. Clicot. Ce que les hommes aiment chez les bimbos, c'est le romantisme. Dans cette tribu, c'est les mâles qui paient l'addition. Leur humour, Bah retourne-toi, Andouille, sinon tu seras bronzé à l'unilatéral. leur discrétion. J'adore cette chanson. Pourquoi tu gueules comme ça? C'est ma chanson préférée. Leur candeur.
Les mecs, c'est comme les chiens, il faut savoir alterner le sucre et la baffe. Mais comment elle fait? Leur sincérité. Dans la vie, on est futé ou on est conne, hein. Mais avec les mecs, parfois, c'est plus futé d'être conne. Tu me suis? On a beau être des cerveaux, tu vois, il y a des filles qui savent des trucs qu'on sait pas. Bimbo, c'est pas dans le dico, mais ça fait rêver les intellos. Je pensais pas que c'était aussi dur de devenir une bimbo. Une quoi? Une beauté. Déjà dans les salles, Les Folies de Margaret, un film de Brian Skeet avec Patrick Bruel, Parker Posset, Stéphane Frears, Brooke Shield et Elizabeth McGovern. Écrivain célèbre, Margaret vit une existence tranquille et rangée auprès de son mari, jusqu'au jour où elle décide d'adapter un journal français du XVIIIe siècle. Merci, sœur Marie Ignatius. Merci, ma sœur, merci. C'est très étrange que mon château soit devenu un couvent. Qu'est-ce que ça a de si étrange? Eh bien, dans mon roman, c'est là qu'une jeune fille chemine vers la maturité à travers la philosophie. Vous voyez, l'expérience. Du quoi? Du sexe. J'essaie de découvrir ce qui est arrivé à la jeune fille. Parce qu'après avoir appris du philosophe tout ce qu'il pouvait lui enseigner, elle a disparu. Comme elle, vous êtes venu ici pour vous perdre? Me trouver. Oh, je parle comme une américaine. Je parle beaucoup trop. Non. J'adore écouter. Surtout vous. Eh bien, ma mère m'a toujours dit qu'on devait escorter une jeune femme jusqu'à sa porte. Mais pas la franchir. Margaret, je crois que vous avez peut-être un peu trop bu de cet excellent vin de messe. Et vous, pas assez. Bonsoir, Margaret. Les films dans les salles. Avec Carte Noire, un café nommé Désir. Au moins 33 morts, 2 disparus, des dizaines de blessés et des dégâts considérables. Jamais une tempête n'avait provoqué un tel chaos. Ce matin, 1,5 million de personnes restent privées d'électricité. Le plan Orsec est toujours en vigueur dans 5 départements de l'Est. La plupart des grands axes routiers et ferroviaires ont été dégagés, mais la circulation reste impossible sur les petites routes coupées par des dizaines de milliers d'arbres arrachés. Et après le vent, c'est la pluie qui provoque maintenant des inondations dans l'Ouest et dans le Nord. Mesdames et messieurs, bonjour. Bien évidemment, une nouvelle édition spéciale pour faire un point aussi complet que possible avec l'ensemble de nos correspondants et de nos envoyés spéciaux. Et puis, c'est important, regardez tout de suite les prévisions météo d'Evelyne Delia. C'est le Midi qui est maintenant menacé par une tempête qui soufflera la nuit prochaine. Toute la moitié sud est concernée, des Charentes au Lyonnais, avec des vents qui pourraient atteindre 150 km/h sur les côtes et 130 à l'intérieur. En plus, il y aura de la neige en montagne et donc des risques importants d'avalanche. Dans le nord, en revanche, le calme est revenu, mais il pleut encore. On l'a compris depuis hier matin, les dégâts provoqués par cette tempête avec des vents qui ont dépassé parfois les 180 km/h sont absolument gigantesques. Ils le sont par exemple en Alsace où de nombreuses routes sont encore coupées ce matin. Le reportage à Agneau dans le Bas-Rhin de Ludovic Romanens et Laurence Claude Pierre. L'image. Rares sont les peuples qui n'ont pas été influencés par la civilisation moderne. Ce soir, dans Ushuaïa Nature, Nicolas Hulot nous emmène à la découverte des Papous en Irian Jaya, une île à la biodiversité extraordinaire. Un voyage chez les Asmates, d'exceptionnels sculpteurs sur bois. À la rencontre des Korowé, le peuple des forêts qui vit dans les arbres et reste méfiant à l'égard du monde extérieur. À la découverte des Hunas, qui détiennent encore le secret de la pierre. Nicolas partira ensuite sur le dernier glacier équatorial de l'Océanie. L'émerveillement est le premier pas vers le respect. Ushuaïa Nature, les évadés du temps, ce soir à 20h55 sur TF1. Ushuaïa Nature vous invite à découvrir le monde avec Peugeot Partner Ushuaïa. Ketchoupi, le
chef d'Amora présente Jojo la patate. Bonjour, vous allez bien? Très bien, et vous? J'ai un secret à vous dire. Approchez que je vous le dise à l'oreille. Miam. Merci Ketchoupi. Non mais tu as vu sa petite maillot? Puisque c'est comme ça, je rentre chez moi. Amora présente Petite Maillot, la bonne petite mayonnaise de Dijon. Amora, par amour du goût. Ah, si dans la vie tout se refermait aussi facilement que le sachet des mentales râpées. Vous venez d'écouter au cours de cette dernière demi-heure pas moins de 4 extraits différents qui dataient tous d'un 27 décembre. Premier extrait de France 2 de l'année 1996, les 3 autres extraits de TF1 de l'année 1998, 1999 et 2000. C'était les 4 extraits qui étaient combinés en un seul pour le best-of. À bientôt sur Radio Climat pour un prochain best-of justement. Merci. Vous pouvez écouter une compilation des hits de l'année 1987 et 1988 aussi à travers le monde. CGC en direct sur Radio Climat, en simultané sur Facebook, en ce lundi soir, le lundi 10 avril 2023. Et comme promis lors d'une précédente émission, nous allons continuer à vous lire une partie du livre intitulé « Dieu, la science, les preuves ». L'aube d'une révolution, des auteurs Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassi. Et nous sommes toujours dans ce chapitre du roman noir du Big Bang. Et c'est pour continuer à vous raconter l'histoire d'Einstein. L'histoire d'Einstein, on va dire, pendant les années 30, lorsqu'il, en tant que juif, se sentait persécuté par la montée du nazisme en Allemagne. Eh bien, Einstein a décidé de quitter l'Allemagne. Et donc le 29 janvier 1931, nous voici en Amérique. Et oui, Einstein vient d'arriver en Californie, au sommet du mont Wilson, à plus de 2000 mètres d'altitude. Cette année-là, l'hiver est plus froid que jamais, gelant la gorge du maître et circulant sous son manteau en lame glacée. Mais qu'importe, car Einstein est ragaillardi par les fantastiques photos que l'astronome américain Edwin Hubble a étalées devant lui. Elles ont été prises à l'aide du télescope géant du mont Wilson et ses 2,54 m d'ouverture. Il a même collé son œil à l'oculaire du colossal instrument. Et le verdict a été sans appel. L'univers est bel et bien en expansion, ce qui signifie qu'il a inévitablement eu une origine. Loin de convaincre les idéologues nazis qu'il était désormais inutile de lutter contre l'évidence de l'expansion cosmique, la fantastique découverte de Hubble a, au contraire, radicalisé les esprits. Pour eux, il n'y a plus qu'un seul objectif, convaincre à tout prix le peuple allemand que la relativité générale n'est qu'une théorie scélérate, reposant sur un infâme ramassis d'erreurs et de contresens. Très déterminés, une dizaine de physiciens retroussent leurs manches et se mettent au travail, jusqu'à ce que Stark et Lennart, toujours eux, proposent la solution idéale pour abattre Einstein. Un coup unique tombe, pense-t-on, il ne pourra jamais se relever. Octobre 1931 à Berlin. Un beau matin, alors qu'Einstein prend tranquillement son café à son domicile du 5 rue Aberland, donc il est quand même retourné en Allemagne, donc une rue qui est relativement calme encore à cette époque, le fidèle Ehrenfest frappe à la porte à petits coups nerveux. Visiblement agité, il brandit sous le nez du maître un ouvrage d'une centaine de pages intitulé Hundert Autoren gegen Einstein, autrement dit, 100 auteurs contre Einstein. Donc, Hundert Autoren gegen Einstein est sorti donc en 1931, on le rappelle, et ça a été reposté, republié par les éditions Hans Israel en 2012. Le savant chausse ses lunettes, feuillette la publication et fronce les sourcils. Il a beau chercher, il n'y trouve aucun scientifique connu. Seulement des petits professeurs d'université et d'obscurs chercheurs de second plan. Mais le ton de ce pamphlet est inversement proportionnel à la qualité scientifique de ses auteurs. Constellé d'attaques au vitriol contre Einstein, l'ensemble fait preuve d'une stupéfiante agressivité, mais aussi d'indigence. Le père de la relativité y est une fois de plus traité d'ignare et de traître à la science allemande, tandis que sa théorie est descendue en flammes.
Entre autres, Einstein y découvre qu'il n'est qu'un âne, une girouette, qui, après avoir farouchement défendu l'idée que l'univers était éternel, a retourné sa veste et prétend à présent le contraire. Haussant les épaules, le prix Nobel rend la publication à Ehrenfest et répond dans un sourire « Pourquoi s'être mis à 100 contre moi? Si j'ai tort, un seul aurait suffi. » Et ça, cette phrase, qui est magistrale, on la retrouve dans le petit livre des réparties de choc d'Isabelle Châtaignier dans First Editions en 2020. Einstein balaie donc le livre d'un revers de la main. Toutefois, les effets de ce brûlot ne vont pas tarder. Quelques mois après sa publication, le voilà soudain exclu de l'Académie de Bavière, au motif que son enseignement erroné pervertit le peuple allemand. Puis c'est au tour de l'Université de Berlin de lui fermer définitivement la porte. Reste que la pression grandissante sur les scientifiques adeptes de la cosmologie relativiste n'est pas seulement académique. Réalisant que l'écriture d'un livre ne suffira pas pour anéantir à jamais leur ennemi juré, les défenseurs de la science arienne décident de passer à la vitesse supérieure. Un soir de l'automne 1932, Einstein et Ehrenfest se retrouvent comme à l'accoutumée au Caféus chez oncle Fritzi. Au dehors, le vent souffle en lourdes rafales sur les pavés trempés. Tout à coup, deux silhouettes armées d'une matraque surgissent de l'obscurité brumeuse. Sanglés et bottés de noir, les deux portent le lugubre uniforme brun des SA. Soudain, l'un des deux lance un pavé vers la fenêtre qui vole en éclats. Accroché à la pierre qui vient de briser les tasses sur la table, il y a un message. Einstein sait qu'il lui est destiné. « On aura ta peau, sale juif !» En réalité, ces premiers nuages annonçaient un terrible orage. Celui-ci allait éclater un an plus tard. 30 janvier 1933, à minuit. À l'issue d'une confuse bataille de palais, soutenue par les sections d'assaut de Ernst Röhm, Hitler est élu chancelier de la République de Weimar. Aussitôt, sa main gantée de fer s'abat sur l'Allemagne. En l'espace de quelques semaines, le Parlement allemand, le fameux Reichstag, est dissous puis incendié. Tous les opposants politiques du Führer sont écartés ou assassinés, notamment l'ancien chancelier d'Allemagne Kurt von Schleicher, et il obtient les pleins pouvoirs. Le rêve de Hitler, un cauchemar pour le reste du monde, visant à faire marcher l'Allemagne au pas de loi, va pouvoir commencer. En même temps, la machine à broyer la science va se mettre en marche. Plus rien ne va l'arrêter. Première étape, balayer les théories scélérates d'un cosmos borné dans le passé et dans l'avenir. Le prétexte est tout trouvé. Débarrasser une fois pour toutes la pure Allemagne de l'infecte science juive, c'est-à-dire une science dominée par des manipulateurs pervers. Donc ça, on le retrouve d'après Baines et Norman Ash dans The Speeches of Adolf Hitler d'avril 1922 en août 1939 à Londres, le livre que vous pouvez retrouver aux éditions Oxford University Press en 1942. Donc une science dominée, je cite, par des manipulateurs pervers qui osent soutenir qu'il n'y a pas de race supérieure aux autres et que l'éternité de la nature est un mythe. Les résultats ne se font pas attendre. Dès janvier 1933, alors qu'il est en voyage aux États-Unis, la tête d'Einstein est mise à prix pour 20 000 marks. Ses livres sont jetés pêle-mêle dans la rue et brûlés en même temps que des pantins à son effigie. Car Hitler n'en démord pas. Il faut coûte que coûte en finir avec ce sale juif et ses théories qui, comme la relativité, conduisent à penser que l'univers a une origine. Mais quelle alternative proposer? Hitler charge alors celui qui tient les rênes idéologiques du parti, Alfred Rosenberg, de trouver une solution. Tout comme son maître, Rosenberg est violemment contre le christianisme et toute forme de religion ou de recours à Dieu. Et lui aussi ne croit qu'en la permanence de la race supérieure aryenne et en la continuité de la matière. Donc ça, on le retrouve dans le livre Hitler, A Study in Tyranny, aux éditions Alan Bullock et écrit par l'écrivain Alan Bullock en 1952. Il en est là de ses réflexions lorsqu'il a l'idée de se tourner vers Philippe Lenard. Alors Philippe Lenard qui est né en 1862 pour mourir en 1947. Donc, et aussitôt, l'inusable adversaire d'Einstein fait son retour sur le devant de la scène. Car avec le physicien Hermann Oberth, il s'est mis à défendre une curieuse théorie qui va faire mouche chez Rosenberg et les théoriciens du nazisme. La cosmologie glaciale. Cette cosmologie ou cosmogonie pseudo-scientifique de la glace éternelle a été forgée au début du XXe siècle par un obscur ingénieur du nom de Hans Orbiger
qui lui est né en 1860 pour mourir en 1931, avec le concours d'un astronome amateur, Philippe Foth. Que soutient donc Orbiger? Que l'univers existe de toute l'éternité et pour l'éternité. Pourquoi? Parce qu'il repose depuis toujours sur le règne sans commencement ni fin de la glace éternelle. Sur la lutte toujours recommencée du feu contre le froid, avec à chaque cycle la victoire de la matière glacée pour l'éternité. Bien entendu, cette théorie insensée aurait dû rester dans l'ombre, mais c'était compté sans le bon Philippe Lenard. Il faut dire que Orbiger lui facilite la tâche, car dans son délire cosmogonique, l'ingénieur insiste sur l'émergence au cœur de la glace d'une race supérieure, des géants blonds aux yeux bleus, fleurons d'une nouvelle humanité. Aussi, dès 1932, fermant les yeux sur les énormes invraisemblances du modèle, Lenard présente la bonne science allemande de Hans Orbiger à Heinrich Himmler, haut dignitaire du Troisième Reich et bras droit de Hitler. Or, Himmler, totalement ignare en science, a le coup de foudre. Cette idée folle d'un univers éternel lui va comme un gant et déchaîne aussitôt l'enthousiasme de Hitler. Résultat, en mars 1933, l'absurde cosmologie glaciale devient la théorie officielle du Troisième Reich. Et ça, vous pouvez le trouver dans le livre d'Igor et Grishka Bogdanov, 3 minutes pour comprendre la grande théorie du Big Bang, aux éditions Courrier du Livre en 2014. Dans la foulée, Himmler décide de doter les 53 000 soldats SS qu'il dirige d'un nouvel uniforme. Pour cela, rien de mieux que de se tourner vers la théorie de la glace éternelle. Ces SS devront porter un uniforme glacial. C'est ainsi que va naître avec le concours du couturier Hugo Boss le sinistre uniforme noir des SS, une tenue littéralement glaçante, censée incarner le règne éternel du Troisième Reich au sein d'un univers sans commencement ni fin. Et là aussi, vous pouvez le retrouver dans le livre des regrettés Igor et Grishka Bogdanov. Pendant ce temps, de retour de leur voyage en Amérique, Einstein et son épouse Elsa accostent à Anvers le 28 mars 1933, mais c'est pour y apprendre 2 mauvaises nouvelles. D'abord, que n'importe quel fanatique peut lui loger une balle dans la tête, puisque celle-ci est mise à prix. Ensuite, que le Reichstag allemand vient d'adopter 5 jours auparavant une loi d'habilitation qui transforme le gouvernement de Hitler en une dictature légale de fait, voilà qui interdit à jamais Einstein de remettre les pieds en Allemagne. Mais ce n'est pas tout. Le havre de paix du savant, une petite maison de campagne nichée au pied d'une colline dans le Brandebourg, a été pillée puis saccagée par les nazis. C'en est trop. Einstein se rend alors en toute hâte au consulat d'Allemagne pour y remettre son passeport, renonçant officiellement à la nationalité allemande. 3 jours plus tard, il envoie une lettre cinglante de démission de son siège à l'Académie des sciences de Prusse. Le lendemain, les autorités nazies déclenchent une procédure formelle d'exclusion à l'encontre du savant, mais découvrent 3 jours plus tard que celui-ci les a devancés par sa lettre de démission. Le physicien Max von Laue, présent ce jour-là au ministère de la Recherche, prend soin de consigner dans ses notes que la fureur des dirigeants pris de vitesse était indescriptible. Est-ce que l'escalade va s'arrêter là? Bien sûr que non, car en avril 1933, alors qu'il s'est installé pour quelques mois dans la petite ville belge du Coq-sur-Mer, Einstein découvre avec effroi que le nouveau gouvernement allemand a adopté des lois interdisant aux juifs, mais aussi à certains suspects non juifs, d'occuper des postes officiels, en particulier l'enseignement dans les universités. Et du jour au lendemain, des milliers de scientifiques juifs sont brutalement contraints de renoncer à leurs postes universitaires, leur nom étant rayé en quelques heures des institutions où ils étaient encore employés la veille. Le 6 mai 1933, dans l'espoir de stopper cette terrible hémorragie, Max Planck rencontre Hitler en personne. Glacial, après avoir martelé « Un juif est un juif !» Le Führer poursuit sur sa lancée. « Plutôt que de discuter avec moi, allez voir Staline. La science juive pervertit les idées sur l'univers et tente de faire avaler que celui-ci n'existe pas depuis toujours. » Comme Max Planck tente encore d'argumenter, Hitler tranche brutalement. « Assez. On dit parfois que j'ai les nerfs fragiles, c'est de la calomnie. J'ai des nerfs d'acier. » Vociférant alors contre les Juifs qu'il accuse d'être les seuls à lui faire perdre son calme, le nouveau maître de l'Allemagne se met dans une telle fureur que Planck ne peut que faire machine arrière et gagner la sortie sur la pointe des pieds sans avoir obtenu gain de cause. Ce jour-là, la science a connu un nouveau naufrage. Et ça, on peut le lire dans le livre Raison présente, numéro 29 à 32, le magazine Raison présente, donc édité en 1974. Mais la répression visant à éliminer tous ceux qui n'ont pas adopté l'indigeste cosmogonie de la glace éternelle n'en est qu'à ses débuts. Fin mars 1933, le mathématicien allemand Ludwig Bieberbach, farouche antisémite et membre ultra zélé du parti nazi, prend les choses en main à l'université de Berlin. Il commence par chasser au nom du parti tous ses anciens collègues juifs. Puis vient le tour des physiciens.
En avril 1933, les œuvres d'Einstein figurent parmi celles visées par l'Union des étudiants allemands. Le 27 avril 1933, à Berlin, sans le moindre état d'âme, les SA, avec l'aide des suppôts du régime, jettent des milliers de livres, ceux d'Einstein et d'autres astronomes relativistes, dans un immense brasier, poussant de grands éclats de rire devant les énormes panaches de fumée noire échappés des pages dévorées par les flammes. Enivrés par un tel brasier, les incendiaires aux ordres des hommes de Rome s'en vont mettre le feu en chantant aux maisons de 2 astronomes accusés d'être des traîtres aux travailleurs allemands. Applaudissant à ces exploits, le ministre de la propagande nazie Joseph Goebbels proclama alors avec fierté « L'intellectualisme juif est mort ». Quant à Einstein, même si sa tête est déjà mise à prix, un magazine allemand l'a inscrit d'office sur la liste noire des ennemis les plus dangereux du régime sous le titre « Pas encore pendu ». Une prime supplémentaire de 5000 marks est offerte à qui le ramènera aux autorités, mort ou vif. Très ébranlé, Einstein écrit à son ami Max Born, qui, prudent, s'est déjà envolé vers l'Angleterre depuis quelques mois. « Je dois avouer que le degré de leur brutalité et de leur lâcheté m'est venu comme une surprise. De jour en jour, le climat devient de plus en plus tendu autour de son refuge belge. D'étranges silhouettes rôdent la nuit dans sa rue, tandis que les menaces de mort s'accumulent, à tel point que le roi Albert décide de placer en permanence une cohorte de policiers et de gardes du corps au service de son hôte illustre. Une surveillance jour et nuit qui étouffe Einstein. N'y tenant plus, il prend une décision radicale, partir pour l'Amérique et ne plus jamais remettre les pieds en Europe. 7 octobre 1933, le paquebot américain Westerland lève l'ancre et lentement, le port de Southampton s'efface dans le brouillard. À bord, Einstein tourne définitivement le dos à l'Europe. Il n'y reviendra plus jamais. Pas plus que nombre d'autres scientifiques qui, comme lui, vont fuir la folie barbare qui s'est emparée de l'Allemagne et menace de précipiter le monde entier dans le chaos. Car, comme nous allons le voir lors d'une prochaine émission sur Radio Climat, la terrifiante machine à détruire toute idée d'une cause extérieure à l'univers va se mettre en marche. C'était un extrait du livre Dieu, la science, les preuves des auteurs Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassi. La prochaine fois, nous vous lirons la suite de ce chapitre bouleversant intitulé Le roman noir du Big Bang. Allez, tout de suite, faisons place à une nouvelle pause musicale. Bonne écoute sur Radio Climat.